J'ai enfin ouvert mon propre restaurant après 5 ans d'économie. J'ai invité toute ma famille à l'inauguration. Ils sont allés à la fête de ma sœur à la place. Alors que je fermais, seul, mon père m'a envoyé un texto, « Avant de te fâcher, nous avons besoin de toi. » Les bouteilles de champagne reposaient, non ouvertes, sur le comptoir du bar, la condensation formant sous elles de minuscules lacs de déception. J'avais acheté 12 bouteilles, une pour chaque membre de ma famille, plus quelques-unes en plus pour les inévitables amis qu'ils amèneraient. Le restaurant était vide, à l'exception de moi et de Marcus, mon sous-chef, qui n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à son téléphone, puis à moi, avec ce regard compatissant que j'avais appris à détester au cours des 3 dernières heures. Ils sont probablement juste en retard, a-t-il suggéré faiblement, en essuyant la même section du comptoir pour la 4e fois. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Que toute ma famille avait confirmé sa présence? Que ma mère m'avait aidé à choisir la robe que je portais, une pièce d'un vert émeraude profond, qui me donnait maintenant l'impression d'être un costume pour une pièce que personne n'était venu voir? Que ma sœur, Jessica, m'avait littéralement envoyé un texto hier disant « J'ai hâte d'être à demain. Si fier de toi, ma sœur », suivi de 3 émojis en forme de cœur. L'inauguration de Sage et Tim était entourée sur mon calendrier depuis 1626 jours. Je le sais, parce que je les ai tous comptés. 5 ans à enchaîner les services dans les restaurants des autres, à dormir 4 heures par nuit, à sauter les vacances, et à porter les 3 mêmes tenues en rotation parce que chaque dollar de rechange allait sur mon compte d'épargne. 5 ans de tests de recettes et de petites victoires dont personne n'a été témoin, car j'étais toujours seul. Mon téléphone a vibré. Enfin. Je l'ai attrapé si vite que j'ai failli renverser une des bouteilles de champagne. Papa, avant de te fâcher, nous avons besoin que tu comprennes quelque chose. Mon estomac s'est noué. Les poings sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je les ai regardés danser pendant ce qui m'a semblé une éternité. Papa, la fête de fiançailles de Jessica a été déplacée à aujourd'hui à la dernière minute. Le lieu avait une annulation. Nous sommes tous ici, à l'auberge Riverside. Tu devrais venir célébrer avec nous quand tu auras fermé. C'est aussi la famille. Je l'ai lu 3 fois, puis une 4e. Les mots ne changeaient pas. Marcus avait cessé de faire semblant de nettoyer et me regardait maintenant ouvertement. Tout va bien? Ils ne viennent pas. Ma voix semblait étrange. Vide. Aucun d'entre eux. Il a commencé à dire quelque chose, mais j'ai levé la main. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de réfléchir, mais réfléchir semblait impossible quand la rage remplissait ma poitrine comme du goudron chaud, épais et suffocant. D'autres textos sont arrivés. Maman, ma chérie, nous passerons demain pour le déjeuner. Garde-nous une table. 3 émojis en forme de cœur, le même nombre que Jessica avait utilisé. Mon frère, Tyler, mec, désolé. Jessica a joué la carte de la famille. Tu comprends. Félicitations, quand même. Ma tante Linda, que j'avais personnellement appelée 2 fois cette semaine pour confirmer, à la fête de Jessica. Elle est rayonnante. C'était quand, déjà, ton truc? Mon truc. Mon rêve de 5 ans. Mon truc. Les minuteries de cuisine que j'avais réglées pour les hors-d'œuvre ont commencé à sonner en séquence, une symphonie d'efforts gaspillés. J'avais préparé assez de nourriture pour 40 personnes, des gâteaux de crabe avec une rémoulade maison, des asperges enroulées de prosciutto avec une réduction balsamique, ces minuscules brochettes caprese qui m'avaient pris 2 heures à assembler parce que je voulais que chacune soit parfaite, des bouchées de bœuf Wellington qui exigeaient une précision que j'avais pratiquée pendant des semaines. Tu veux que je commence à emballer tout ça? A demandé doucement Marcus. Non, me suis-je surprise par la fermeté de ma voix. Appelle tous ceux que tu connais. Dis-leur qu'il y a de la nourriture et des boissons gratuites chez Sage et Tim pour les 2 prochaines heures. Amis, famille, voisins, ce type qui te demande toujours des cigarettes devant le métro. Tout le monde. Marcus a souri. Là, on parle. En 30 minutes, le restaurant s'est rempli d'inconnus qui sont devenus les meilleurs invités que j'aurais pu espérer. La petite amie de Marcus a amené son club de lecture. Le couple de personnes âgées de la boutique de fleurs voisine est entré avec leur petit-fils. Un groupe d'étudiants a poussé des cris de joie en entendant un champagne gratuit et s'est mis à prendre des photos devant chaque plat comme si c'était le mégala. Une femme nommée Patricia, propriétaire de la boutique de vêtements vintage 2 rues plus loin, m'a interpellé près de la cuisine. Ce gâteau de crabe est incroyable.
Vous embauchez? Mon neveu vient de sortir de l'école de cuisine. Dites-lui d'apporter son CV lundi, ai-je dit, et je le pensais. La nourriture a disparu. Les bouteilles de champagne se sont vidées. Quelqu'un a mis du jazz sur la chaîne hi-fi que j'avais passé des semaines à programmer avec une playlist parfaite pour le dîner. Les gens ont ri, parlé, et m'ont dit que cet endroit allait devenir la prochaine grande nouveauté du quartier. Et pendant ces 2 heures, j'ai presque oublié le trou de la taille d'une famille dans ma poitrine. Presque. Après que tout le monde soit parti et que Marcus ait insisté pour rester m'aider à nettoyer, je me suis enfin assise au bar avec mon téléphone. La conversation de groupe familial explosait de photos de la fête de fiançailles de Jessica, des photos de la rivière et du jardin parfaitement entretenu, des gros plans de sa bague, un énorme diamantail émeraude qui coûtait probablement plus que la compte de mon restaurant, des vidéos d'elle et de Brad dansant un slow pendant que tout le monde les encerclait comme si elle était de la royauté. Puis je l'ai vue, une photo postée par ma jeune cousine, Emma, que j'avais toujours considérée comme l'honnête de la famille. L'horodatage indiquait 14h47, exactement l'heure du début de mon inauguration. La légende disait, quand toute la famille se réunit pour Jess. Meilleure fête de fiançailles de tous les temps. Amour familial gagne. Toute la famille, y compris mes parents, que je pouvais voir clairement en arrière-plan, levant leur flûte de champagne. Les mêmes parents qui m'avaient élevé avec des dictons comme « les liens du sang sont plus forts que tout et toujours être là pour la famille ». Apparemment, il y avait des niveaux dans la hiérarchie familiale, et je venais de découvrir celui que j'occupais. Je suis rentré chez moi en silence, portant toujours ma robe émeraude, mon maquillage maculé par la combinaison de la chaleur de la cuisine et des larmes non versées que je refusais de laisser couler devant Marcus. Mon appartement semblait particulièrement petit après avoir passé la journée au restaurant. J'avais à peine été chez moi ces derniers temps, passant chaque instant libre chez Sage et Tim, m'assurant que chaque détail soit parfait. Le sommeil n'est pas venu. Au lieu de ça, je suis resté allongé dans mon lit, revivant chaque dîner de famille, chaque fête, chaque moment où on m'avait demandé de m'adapter pour Jessica. Quand elle a eu besoin que quelqu'un garde son chien pendant 2 semaines pendant qu'elle allait à Bali, je l'ai fait, même si je suis allergique et que j'ai dû prendre des antihistaminiques tout le temps. Quand elle a emprunté ma voiture et l'a rendue avec le réservoir vide et une mystérieuse rayure sur le pare-choc, j'ai laissé passer. Quand elle a oublié mon anniversaire 3 années de suite, alors que je n'ai jamais manqué le sien, j'ai trouvé des excuses pour son emploi du temps chargé. Le schéma avait toujours été là. Je m'étais simplement convaincu que c'était une dynamique familiale normale. Le dimanche matin est arrivé avec une série de textos me demandant quand je les rejoindrais pour le brunch du lendemain chez les futurs beaux-parents de Jessica. Comme si j'avais été à la fête hier, comme si mon absence à leur célébration n'était qu'un oubli qui pouvait être réglé avec des mimosas et des banalités. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé au restaurant et j'ai commencé la mise en place pour le pré-lancement du lundi. De vrais clients, des clients payants, des gens qui choisissaient d'être là. Le service du midi a dépassé mes attentes. Chaque table était occupée. Les critiques sur Yelp ont commencé à affluer, 4 et 5 étoiles, louant la nourriture, l'ambiance, l'attention aux détails. Patricia de la boutique Vintage est revenue avec 3 amis. Les étudiants de samedi sont revenus avec leurs parents, qui ont fait des réservations pour la semaine suivante. Mardi a apporté une demande de traiteur pour un événement d'entreprise. Mercredi, un blogueur culinaire a demandé à m'interviewer. Le jeudi, nous avions une liste d'attente pour les réservations du vendredi soir. Mon téléphone a continué son flot constant de messages familiaux. Papa me demandant si j'avais fini d'être dramatique. Maman disant que je créais une tension inutile. Tyler m'envoyant des articles sur le pardon et le fait d'aller de l'avant. Jessica elle-même a finalement envoyé un texto, « Je n'arrive pas à croire que tu ramènes mes fiançailles à toi. » Grandi, Ida. J'ai bloqué la conversation de groupe familial. Puis je les ai bloqués individuellement. Le silence m'a semblé comme de l'oxygène après avoir été étouffé. 3 semaines après le début de l'activité de Sage et Tim, une critique gastronomique du magazine culinaire le plus respecté de la ville est venue anonymement. Marcus l'a reconnu grâce à son Instagram et a failli avoir une crise de panique, mais le repas s'est déroulé parfaitement. Sa critique, publiée le mardi suivant, avait pour titre « Sage et Tim, le joyau du quartier qui mérite une reconnaissance à l'échelle de la ville ». Le carnet de réservation s'est rempli pour les 6 semaines suivantes. J'ai embauché 2 cuisiniers de plus, un autre serveur, et un barman à plein temps. Les marges de profit semblaient saines. Mon comptable,
une femme sympathique nommée Donna qui m'avait aidé à naviguer dans le labyrinthe des licences commerciales, a appelé pour me dire félicitations, et que je devrais commencer à penser à des plans d'expansion. Des plans d'expansion. Il y a un mois, j'espérais juste survivre au premier trimestre. Mon téléphone a sonné un soir alors que je faisais l'inventaire dans la chambre froide. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Ida, c'est Brad, le fiancé de Jessica. Je n'ai pas répondu, j'ai juste attendu. Écoute, je sais que les choses sont bizarres avec ta famille en ce moment, mais Jessica veut vraiment que tu sois au mariage. Elle n'arrête pas de pleurer à ce sujet toute la semaine. Est-ce que vous pouvez simplement parler? Est-ce qu'elle t'a demandé de m'appeler? Une pause. Elle ne sait pas que j'appelle, mais je vois à quel point elle est contrariée. Tu es sa sœur. Dis à Jessica que si elle veut me parler, elle sait comment utiliser un téléphone. Et elle sait aussi où se trouve mon restaurant. Je suis là 6 jours par semaine. J'ai raccroché. L'invitation de mariage est arrivée par courrier recommandé 2 jours plus tard, comme s'il craignait que je prétende ne jamais l'avoir reçue. Une enveloppe crème formelle avec une calligraphie si élaborée que je pouvais à peine lire mon propre nom. Le mariage était prévu dans 3 mois, dans un vignoble de la Napa Valley. L'invitation comprenait une carte séparée indiquant que j'avais été assigné à la table 17, ce que je savais, d'après les discussions précédentes de Jessica sur la planification du mariage, être l'endroit où il plaçait les invités par obligation les cousins éloignés et les collègues de travail des parents. Sa demoiselle d'honneur était sa colocataire de l'université. Ces demoiselles d'honneur étaient ses sœurs de sororité. Pas une seule place pour la sœur qui avait partagé une chambre avec elle pendant 16 ans. J'ai répondu au nom au RSVP et j'ai renvoyé la carte sans note personnelle. Maman a appelé depuis le téléphone de papa, supposant probablement que je ne décrocherais pas si c'était son numéro. J'ai répondu en haut-parleur tout en dressant un plat spécial pour la table 6. Ida Elizabeth Morrison, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Sa voix était stridente, tendue. Tu refuses le mariage de ta propre sœur? J'ai un restaurant à gérer. Pour un jour, tu ne peux pas fermer? Pourquoi fermerais-je mon entreprise pour assister à un événement pour des gens qui n'ont pas pu consacrer 3 heures au mien? Silence. Puis, c'est différent. La fête de fiançailles de Jessica était à la dernière minute. Tu le sais. C'était prévu 3 semaines à l'avance. J'ai vu la date du contrat du lieu sur Facebook. Jessica n'a simplement pas pris la peine de le dire à qui que ce soit avant le jour même, parce qu'elle savait que si elle donnait un préavis, certaines personnes pourraient choisir mon événement à la place. Plus de silence. Le son d'une conversation étouffée. Elle couvrait le téléphone, parlant à papa. Ton père veut te parler. Je ne veux pas lui parler. Ida. J'ai raccroché et j'ai aussi bloqué le numéro de papa. Le truc, quand on coupe les ponts avec toute sa famille, c'est que ça laisse beaucoup d'espace vide dans sa vie. Je l'ai rempli avec le restaurant, en perfectionnant de nouveaux plats, en nouant des relations avec mon personnel et mes clients réguliers. Marcus est devenu non seulement mon sous-chef, mais aussi un véritable ami. Sa petite amie, Tania, a commencé à m'aider avec le marketing sur les réseaux sociaux. Les étudiants, dont j'ai appris les noms David, Sophie et Martin, venaient tous les vendredis et amenaient à chaque fois des groupes d'amis différents. Patricia m'a présenté à son club de lecture, et soudain, j'avais une réservation mensuelle permanente pour 12 femmes qui buvaient du vin, débattaient de littérature, et commandaient toujours un dessert. Elles m'ont adopté en quelque sorte, me posant des questions sur ma vie, célébrant quand nous avions de bonnes critiques, et m'apportant des fleurs quand j'ai mentionné au passage que j'avais toujours adoré les pivoines mais que je ne m'en étais jamais acheté. Ces gens, ces inconnus devenus des constantes, se sont montrés plus présents que ma famille ne l'avait jamais été. 2 mois après l'ouverture, j'ai reçu un email d'une société de production télévisée. Ils cherchaient des candidats pour une nouvelle émission de compétition culinaire, et quelqu'un m'avait nominé. Serais-je intéressé par un entretien préliminaire? J'ai pris l'appel pendant mon jour de congé, assise dans mon appartement que j'avais enfin eu le temps de décorer correctement. La productrice, une femme à la parole rapide nommée Angela, a expliqué le concept de l'émission, des chefs établis s'affrontant dans des défis basés sur les spécialités de leur restaurant. Votre histoire est convaincante, a-t-elle dit. Restauratrice autodidacte, succès critique, forte clientèle locale. La chaîne adore les belles histoires d'outsiders. Je ne suis plus vraiment une outsider. Encore mieux. Vous êtes la preuve que le travail acharné paie.
Le rêve américain, en quelque sorte. J'ai failli rire. Le rêve américain, atteint en coupant les ponts avec les personnes qui étaient censées le soutenir. L'entretien préliminaire a mené à un second entretien. Le second entretien à un essai filmé, qui a mené à une offre de contrat et à un calendrier de tournage qui exigerait que je ferme Sage et Tim pendant 3 semaines pendant que nous tournions à Los Angeles. Marcus a accepté de gérer le restaurant pendant mon absence. Tania s'occuperait des mises à jour sur les réseaux sociaux. Je préparerais autant que possible à l'avance, et nous proposerions un menu limité, axé sur les plats que mes cuisiniers maîtrisaient. La veille de mon départ en avion, mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Lida, c'est Emma. Je sais que tu as bloqué tout le monde, mais j'ai un nouveau téléphone. S'il te plaît, ne bloque pas celui-ci. J'ai besoin de te dire quelque chose. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai tapé, quoi? Maman et papa racontent à tout le monde que tu as fait une dépression et que tu as coupé les ponts avec la famille parce que tu ne supportais pas le succès de Jessica. Ils disent que tu as besoin d'une aide professionnelle. Jessica est d'accord avec ça. Je pensais que tu devrais le savoir. L'audace n'aurait pas dû me surprendre, mais ce fut le cas. Une dépression, bien sûr. Ce ne pouvait pas être qu'ils avaient montré leur vraie priorité. Il fallait que ce soit moi qui ai un problème. Merci de me le dire, ai-je répondu. Mais je vais bien. Mieux que bien, en fait. Je sais. Je suis ton restaurant sur Instagram. Ça a l'air incroyable. Je suis désolé de ne pas être venu à l'inauguration. J'aurais dû faire un autre choix. Tu avais 17 ans. Ne t'excuse pas pour les choix des autres. J'ai 18 ans maintenant, assez grande pour prendre mes propres décisions. Je peux venir te voir un de ces jours? Je veux goûter ta cuisine. Je lui ai envoyé le lien de réservation. Emma est venue le samedi suivant avec sa petite amie, une étudiante en art à la voix douce nommée Véronica. Elles ont commandé la moitié du menu, ont pris des photos de tout, et Emma a un peu pleuré en goûtant les côtes de bœuf braisées, car elle a dit que cela lui rappelait les dîners du dimanche avant que tout ne se complique. Est-ce qu'il te manque? A-t-elle demandé, en piquant sa fourchette dans la polenta. J'ai réfléchi honnêtement à la question. L'idée de me manque, la famille que je pensais avoir. Mais la réalité? Non. Être une pensée après coup ne me manque pas. Ajuster mes attentes à la baisse chaque fois qu'ils prouvaient qui ils étaient ne me manque pas. Faire semblant d'être reconnaissante pour le strict minimum ne me manque pas. Véronica, qui était restée silencieuse pendant la majeure partie du repas, a pris la parole. Ma thérapeute dit que parfois, la chose la plus radicale que nous puissions faire est de refuser d'accepter un comportement inacceptable, même de la part de la famille, surtout de la part de la famille. Thérapeute intelligente, ai-je dit. Les semaines qui ont suivi ont apporté un rythme inattendu à ma vie. Mes matinées commençaient à 4h30, arrivant chez Sage et Tim avant le lever du soleil pour recevoir les livraisons et préparer la journée. Il y avait quelque chose de méditatif à couper des légumes dans la cuisine silencieuse, les seuls sons étant mon couteau contre la planche à découper et le bourdonnement des réfrigérateurs industriels. Pas de drame familial, pas de SMS me demandant d'expliquer mes sentiments ou de justifier mes limites. Juste moi, mes ingrédients, et le travail que j'aimais. Mon nombre d'abonnés sur Instagram était passé à 15 000, principalement des passionnés de cuisine et des habitants du quartier qui s'étaient investis dans le succès du restaurant. Je publiais quotidiennement des photos des coulisses de nouveaux plats, des moments avec le personnel, et parfois une photo de coucher de soleil depuis la fenêtre de la cuisine. L'engagement était sincère, des gens posant des questions sur les techniques et les ingrédients, partageant leurs propres expériences au restaurant. Puis Tyler a trouvé mon compte. Mon frère, à qui je n'avais pas parlé depuis que j'avais bloqué tout le monde, a commencé à laisser des commentaires sur chaque publication, pas des excuses, pas des encouragements, mais des observations passives-agressives comme « ça a l'air super ». J'aurais aimé que la famille fasse partie de cette aventure, et maman adorerait ce plat si tu la laissais un jour l'essayer. Chaque commentaire recevait quelques j'aime de parents que j'avais oublié de surveiller. Je les ai supprimés et je les bloquais là aussi. Marcus a remarqué ma mâchoire se crisper alors que je parcourais mon téléphone un après-midi. La famille, a-t-il deviné? Tyler a découvert le harcèlement sur les réseaux sociaux. J'ai posé mon téléphone plus brutalement que nécessaire. C'est comme s'ils ne pouvaient pas simplement me laisser exister en paix. Ils ont besoin que je sache qui le regarde, juge, attendent que j'échoue ou que je revienne en rampant. Tu pourrais rendre ton compte privé.
Pourquoi devrais-je cacher mon succès parce qu'ils ne peuvent pas le supporter? La frustration a bouilli, vive et brûlante. C'est mon espace. Ma réussite. Ils ne vont pas coloniser ça aussi. Tania a entendu la conversation de là où elle mettait à jour le système de réservation. Tu veux que je m'occupe de tes réseaux sociaux? Je peux filtrer les commentaires, bloquer les comptes. Tu te concentres sur la cuisine. Laisse-moi gérer les bêtises numériques. C'était une solution parfaite. En quelques jours, la section des commentaires est redevenue une zone sans drame. Tania avait un don pour les réponses spirituelles et professionnelles aux questions sincères, et une efficacité impitoyable pour supprimer tout ce qui sentait la manipulation familiale. La critique du critique gastronomique a attiré non seulement des clients, mais aussi l'attention des écoles de cuisine. Johnson & Wales voulaient savoir si je pouvais parler à leur promotion sortante de l'entrepreneuriat. Le Centre culinaire international m'a invité à faire une démonstration. C'était des opportunités dont j'avais rêvé pendant ces 5 années d'économie, à m'épuiser dans les cuisines des autres en rêvant de la mienne. Le premier engagement en tant que conférencière m'a terrifié plus que la soirée d'ouverture. 40 étudiants en cuisine me regardaient avec attente, alors que je me tenais à un pupitre avec des fiches que j'avais réécrites 6 fois. J'avais prévu de parler de la planification d'entreprise et du développement de menus. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à être brutalement honnête. La partie la plus difficile de l'ouverture de Sage et Tim n'a pas été les finances, ni les permis, ni les longues heures, leur ai-je dit. C'était d'accepter que les personnes que j'attendais pour célébrer avec moi n'allaient pas venir. Et puis d'apprendre que ce n'était pas grave. Que le succès a un goût tout aussi doux, peut-être même plus doux, quand il est mérité par ses propres moyens et partagé avec des gens qui veulent vraiment être là. Les applaudissements ont semblé différents des applaudissements polis que j'avais anticipés. Plusieurs étudiants sont venus me voir après avec leurs propres histoires de membres de leur famille qui ne comprenaient pas leurs ambitions culinaires, de parents qui voulaient qu'ils choisissent de vraies carrières, et de frères et sœurs qui se moquaient de leur passion. Je leur ai donné ma carte et je le pensais quand j'ai dit de rester en contact. Une étudiante, une jeune fille discrète nommée Ashley, avec une précision de couteau que j'avais remarquée pendant la démonstration, a demandé si j'embauchais. Elle obtenait son diplôme dans 3 semaines et voulait travailler dans un endroit qui valorisait le dévouement plutôt que les relations. Envoie-moi ton CV, ai-je dit, et une liste de 3 plats dont tu es la plus fière. Elle a commencé le mois suivant et est devenue l'une de mes commis de cuisine les plus fiables, arrivant tôt, restant tard, et posant des questions qui montraient qu'elle réfléchissait au-delà du simple suivi de recettes. Le tournage de l'émission a eu lieu en octobre. 3 semaines de compétition intense, de levers tôt, et de défis conçus pour nous pousser à nos limites. J'ai atteint les 4 finalistes avant d'être éliminé lors d'une épreuve de dessert ma catégorie la plus faible, ce que j'avais admis dès le début. Marcus avait magnifiquement pris le relais à la maison, gérant Sage et Tim avec la précision d'une opération militaire. Il m'appelait tous les soirs après le service pour me tenir au courant des couverts, des problèmes éventuels, et de la performance du personnel. Ashley avait apparemment prospéré sous la pression, prenant plus de responsabilités et prouvant qu'elle pouvait gérer la ligne pendant les heures de pointe. Quand je suis finalement revenu, épuisé mais pleine d'énergie, le restaurant avait non seulement survécu à mon absence, mais avait maintenu sa réputation excellente. Mais la visibilité de l'émission a été incroyable. Les épisodes ont été diffusés en janvier, et soudain, Sage et Tim n'étaient plus seulement un joyau de quartier, mais un restaurant de destination. Les touristes gastronomiques sont venus de tout l'État. La liste d'attente s'est étendue à 3 mois. J'ai dû embaucher plus de personnel et mettre en place un système de loterie pour les réservations. Un groupe de restaurants de San Francisco m'a contacté au sujet d'opportunités de franchise. Un éditeur m'a demandé si je serais intéressé par l'écriture d'un livre de cuisine. 2 investisseurs différents voulaient discuter de l'ouverture d'un 2e emplacement. Le succès semblait surréaliste et aussi parfaitement logique, le résultat naturel d'années de travail enfin reconnu. Le mariage de Jessica a eu lieu. J'ai vu des photos sur les réseaux sociaux de personnes que je n'avais pas bloquées, des parents éloignés, des amis de la famille. Ça avait l'air magnifique. Le vignoble était splendide. Les fleurs étaient parfaites. Jessica était radieuse dans une robe qui coûtait probablement plus cher que mon four commercial. Je n'ai rien ressenti en regardant les photos. Pas de colère, pas de tristesse, pas même de satisfaction de l'avoir manqué. Juste une reconnaissance distante que c'était quelque chose qui était arrivé à des gens que je connaissais autrefois. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était les conséquences. Apparemment,
mon absence avait été remarquée et longuement discutée à la réception. Emma m'a envoyé des détails que je n'avais pas demandé, comment maman avait fait un discours larmoyant sur l'espoir que ses filles se réconcilient, comment papa s'était saoulé et avait raconté à qui voulait l'entendre que j'avais toujours été têtu et difficile, comment Jessica avait joué la victime à la perfection, s'épongeant les yeux tout en expliquant qu'elle avait tout essayé pour réparer notre relation. Le récit qu'ils avaient construit me peignait comme la méchante de leur histoire, la fille ingrate, la sœur jalouse, le membre de la famille qui avait choisi la fierté plutôt que l'amour. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. J'étais occupé à construire quelque chose de réel. Mais la campagne de dénigrement a eu des conséquences que je n'avais pas prévues. Des membres de la famille éloignée ont commencé à laisser des critiques négatives sur Yelp et Google. Rien qui ne puisse leur être définitivement attribué, mais évident dans leur timing et leur formulation, trop cher pour ce que c'est. La propriétaire semble froide et peu amicale. De meilleurs restaurants dans le coin avec des propriétaires qui valorisent la famille. Tania les a repérés tôt et les a signalés comme une activité suspecte. La plupart ont été supprimés par la détection de fraude aux avis de la plateforme, mais quelques-uns sont restés. Chacun me semblait comme une petite coupure de papier individuellement insignifiante, mais collectivement douloureuse. Marcus m'a trouvé dans la chambre froide un soir, assis sur une caisse renversée, le regard dans le vide. « Tu prends une pause de la réalité ?» a-t-il demandé doucement, en fermant la porte derrière lui pour garder le froid. « As-tu vu la critique qui a été publiée aujourd'hui ?» ai-je demandé. Celle qui dit que je suis probablement difficile à travailler d'après des connaissances familiales personnelles. Je l'ai vue. Tania est déjà en train de la signaler. Elle aura disparu d'ici demain. Il s'est assis sur une caisse de bouteilles de vin. Tu sais ce que ma mère m'a dit quand j'ai décidé de quitter mon travail dans la banque pour cuisiner? Elle a dit que je jetais mon avenir par les fenêtres pour une chimère. Que je reviendrais en rampant d'ici 1 an. C'était il y a 8 ans. Elle me présente encore comme son fils qui travaillait dans la finance. Est-ce que ça fait encore mal parfois? Oui. Mais ensuite, je viens ici et je crée quelque chose de beau, et les gens paient pour le manger, et je me souviens que leurs limites ne sont pas les miennes. Il m'a regardé droit dans les yeux. L'incapacité de ta famille à voir ta valeur ne la diminue pas. Elle révèle simplement leur pauvreté de vision. Le discours d'encouragement m'a aidé, mais les critiques ont continué à apparaître sporadiquement au cours des semaines suivantes. Chaque fois, j'avais l'impression qu'ils essayaient de saboter ce que j'avais construit, le succès qu'ils ne supportaient pas de me voir avoir. J'ai commencé à les documenter des captures d'écran avec horodatage constituant un dossier au cas où j'aurais besoin d'engager des poursuites judiciaires pour diffamation ou harcèlement. Puis, Patricia est entrée pendant un service de déjeuner tranquille un mardi, avec une proposition. Mon neveu, celui dont je t'ai parlé? Il a son diplôme, mais c'est aussi un magicien de la gestion de réputation et du marketing numérique. Il a aidé la boulangerie d'un ami à se remettre d'une attaque similaire. Puis-je lui demander de t'appeler? Il s'appelait Derek, et il a travaillé vite. En 1 semaine, il avait non seulement fait supprimer les fausses critiques, mais avait mis en place un système de gestion des avis qui signalait les activités suspectes et encourageait les vrais clients à partager leurs expériences. Les critiques positives ont commencé à l'emporter sur les négatives dans une telle mesure que la tentative de sabotage est devenue invisible. Votre restaurant a une belle histoire, m'a dit Derek lors de notre dernière consultation. Jeune chef, succès autodidacte, favori de la communauté. C'est le récit qui devrait dominer, pas je ne sais quel drame familial mesquin que quelqu'un essaie de promouvoir. Il avait raison. La réputation du restaurant s'est non seulement rétablie, mais renforcée. La tentative de sabotage s'était retournée contre eux de manière spectaculaire. Tout ce qu'elle avait fait, c'était de motiver mes vrais supporters à être plus loquaces sur leurs expériences positives. 3 jours après le mariage, maman s'est présentée au restaurant. J'étais en cuisine quand Marcus est revenu, l'air mal à l'aise. « Ta mère est là ?» a-t-il dit à voix basse. « Elle n'a pas de réservation, mais elle demande à te parler. Dis-lui que nous sommes complets. » Ida. Marcus, dis-lui que nous sommes complets, et que si elle souhaite faire une réservation, elle peut le faire en ligne comme tout le monde. Il a hoché lentement la tête et est parti. 5 minutes plus tard, il est revenu. Elle dit qu'elle attendra. Elle est assise au bar. J'ai continué à préparer le saumon pour la table 8, mes mouvements précis et contrôlés. Dans combien de temps la dernière réservation sera-t-elle assise? 90 minutes. Alors elle peut attendre 90 minutes.
C'est ce qu'elle a fait. Je l'observais périodiquement par la fenêtre de la cuisine, sirotant un unique verre de vin que Tania lui avait servi avec un détachement professionnel. Maman avait l'air plus âgée que dans mon souvenir. Ou peut-être que je m'étais simplement habitué à ne pas voir son visage se crisper de déception quand elle me regardait. Une fois la dernière commande sortie et la cuisine nettoyée, je suis enfin sorti au bar. Maman s'est redressée, comme si elle avait préparé un discours. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. « En privé ? Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. » Sa bouche s'est crispée. « Bien. Le mariage de Jessica bat de l'aile. Brad est distant depuis le mariage. Elle a besoin du soutien de sa famille en ce moment, et tu te montres égoïste. » J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu es venu dans mon restaurant, tu as attendu 90 minutes pour me dire que Jessica, qui n'a pas daigné passer 3 heures à mon inauguration, a besoin que je soutienne son mariage qui s'effondre apparemment après 3 mois? Tu es sa sœur. Et elle est la mienne. C'est drôle comme ça ne semble compter que quand elle a besoin de quelque chose. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Réelle ou feinte, je ne me souciais plus de le déterminer. Quand es-tu devenue si froide? Le jour où j'ai ouvert mon restaurant dans une salle vide et que j'ai réalisé que ma famille avait choisi une fête plutôt qu'une étape importante qui avait mis 5 ans à se concrétiser. C'est là que je suis devenu lucide, maman. Pas froide. Lucide. Nous avons fait une erreur. Nous nous sommes excusés. Non, vous ne l'avez pas fait. Pas une seule fois. Vous avez trouvé des excuses, minimisé les faits, m'avez dit de passer à autre chose, et m'avez accusé de faire une dépression. Mais vous n'avez jamais vraiment dit, nous avons eu tort. Nous t'avons blessé. Nous sommes désolés. Parce que vous ne pensez pas avoir eu tort. Elle s'est levée, cherchant son sac à main. Je ne resterai pas ici pour me faire attaquer. Alors pars. Tu es doué pour ça. C'est ce qu'elle a fait. La porte n'a même pas claqué. Elle l'a fermée avec une précision contrôlée, ce qui m'a semblé pire. Tania, qui essuyait l'autre bout du bar, s'est approchée et m'a serré l'épaule. « Ça va, patronne ?» « Ouais, » ai-je dit, surprise de constater que c'était vrai. Vraiment. Le printemps est arrivé avec une vague de réservations de la part de groupes de mariage cherchant des lieux pour leur dîner de répétition. Je n'avais jamais prévu de faire des événements privés, mais l'argent était trop bon pour l'ignorer, et Marcus avait des idées sur la façon de le faire sans perturber le service régulier. Emma a commencé à amener Véronica au restaurant 2 fois par mois. Elles étaient devenues mon seul lien avec la famille, et même cela était filtré. Emma savait qu'il ne fallait pas partager de détails à moins que je ne le demande, ce que je faisais rarement. Un soir, fin avril, elle a mentionné presque nonchalamment « Jessica divorce ». J'ai levé les yeux du menu que je révisais. Ça a été rapide. Brad l'a surprise en train d'envoyer des textos à son ex-petite amie. Apparemment, ça durait depuis avant les fiançailles. Il a déménagé la semaine dernière. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit automatiquement. Vraiment? J'y ai réfléchi. Je suis désolé que quiconque doive traverser un divorce, mais je ne suis pas désolé pour Jessica spécifiquement, si c'est ce que tu demandes. Elle a fait ses choix. Maman pense que tu devrais la contacter. Être la plus sage. Maman peut penser ce qu'elle veut. Emma a souri. C'est ce que je lui ai dit que tu dirais. Véronica me doit $20. L'été a apporté une nomination de la fondation James Beard pour le meilleur nouveau restaurant. Je n'ai pas gagné, mais être nominé m'a semblé une validation du monde culinaire, une preuve que ce que j'avais construit comptait. Marcus et moi avons assisté à la cérémonie à Chicago, et tout le personnel a organisé une fête au restaurant à notre retour. Nous étions rentables. Nous étions respectés. Nous étions heureux. C'est alors que papa est apparu. Contrairement à maman, il n'a pas attendu au bar. Il est entré directement dans la cuisine pendant le service du dîner du vendredi, malgré les tentatives de Marcus pour l'arrêter, et s'est planté dans mon champ de vision alors que je dressais un magret de canard. « Il faut qu'on parle », a-t-il annoncé. « Je travaille. Prends une réservation. » Je n'ai pas levé les yeux, concentré sur la perfection de la présentation. Ça ne peut pas attendre. Ta mère est à l'hôpital. Mes mains se sont immobilisées. Qu'est-ce qui s'est passé?
Des palpitations cardiaques dues au stress. Le médecin dit qu'elle doit réduire le stress dans sa vie. Cette situation avec toi la tue, Ida. J'ai posé mes pinces et les regardé dans les yeux. Si maman a des problèmes de santé, elle devrait voir son médecin et suivre ses recommandations. Ce qu'elle ne devrait pas faire, c'est utiliser sa santé pour me manipuler afin que j'accepte le comportement inacceptable de cette famille. Le mariage de ta sœur s'est effondré. Ta mère est malade. N'as-tu aucune compassion? J'ai beaucoup de compassion. Ce que je n'ai pas, c'est l'obligation de m'immoler par le feu pour garder au chaud des gens qui ne traverseraient pas la rue pour m'aider à éteindre les flammes. Ce n'est pas juste. Tu es dans ma cuisine pendant un service de dîner. Tu dois partir. Pas avant qu'on ait réglé ça. Je me suis tourné vers Marcus. Appelle la police et dis-leur que nous avons un intrus qui refuse de quitter une propriété privée. Le visage de papa est devenu violet. Je suis ton père. Et je te demande de quitter mon restaurant. Ces deux faits ne se contredisent pas. Il est parti avant que Marcus ne puisse vraiment appeler qui que ce soit, mais non sans renverser un récipient de sauce de préparation en sortant, comme un enfant qui fait une crise de colère. La cuisine est restée silencieuse un moment après la fermeture de la porte. Puis Tania a commencé un applaudissement lent, et tout le personnel s'est joint à elle. J'ai secoué la tête mais n'ai pas pu m'empêcher de sourire. D'accord, d'accord. On a des commandes qui attendent. Remettons-nous au travail. Ce soir-là, après le service, je me suis assise seule dans la salle à manger avec un verre de bon vin et j'ai regardé ce que j'avais construit, les murs en briques apparentes pour lesquels je m'étais disputé avec l'entrepreneur, les luminaires sur mesure que j'avais trouvés dans une vente de succession et que j'avais fait recabler, le tableau de menu que Marcus mettait à jour quotidiennement avec son lettrage à la craie de plus en plus artistique. Mon téléphone a vibré. Emma. Grand-mère veut te rencontrer. Juste toi et elle. Elle dit qu'elle a quelque chose à te dire. Grand-mère Morrison? Ouais. Elle a dit à maman et papa qu'ils étaient des idiots et qu'elle ne te reprochait pas de leur avoir coupé les ponts. Ces mots, pas les miens. Intéressant. D'accord. Dis-lui déjeuner mardi. Qu'elle fasse une réservation en ligne. Grand-mère est arrivée pile à l'heure, vêtue de ses perles et de son cardigan emblématique malgré la chaleur de l'été. Je l'ai installée à ma table d'angle préférée et je lui ai apporté un verre de thé glacé sans même lui demander. Tu t'en es souvenu, a-t-elle dit, avec une pointe de surprise dans la voix. Je me souviens de beaucoup de choses, grand-mère. Elle est allée droit au but. Tes parents vous ont mal élevé, vous les filles. Je l'ai dit à ta mère, mais elle n'a pas écouté. Elle pensait que vous traiter de la même manière signifiait que tout devait être égal. Mais égal n'est pas la même chose que juste. Jessica avait besoin de plus d'attention parce qu'elle l'exigeait. Tu avais besoin de plus d'attention parce que tu la méritais. Mais tu as eu les restes, alors qu'elle a eu le repas complet. Je ne savais pas quoi dire. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt, a poursuivi grand-mère. Mais je suis une lâche dans ma vieillesse. Je ne voulais pas faire de vagues. Il s'avère que le bateau avait besoin d'être secoué. Elle a sorti une enveloppe de son sac à main. Ton grand-père et moi avons été mariés 63 ans. Il n'est plus là. Mais avant de partir, nous avons parlé de ce que nous voulions que notre héritage soit. L'argent divisé équitablement entre nos enfants, les biens distribués selon les sentiments. Mais il y avait une chose sur laquelle nous n'étions pas d'accord. Elle a fait glisser l'enveloppe sur la table. Il voulait laisser la maison du lac à ta mère. Un territoire neutre pour les réunions de famille. Moi, je voulais la laisser à quelqu'un qui l'apprécierait vraiment, quelqu'un qui travaille pour obtenir les choses au lieu de s'attendre à ce qu'elles apparaissent. J'ai gagné cette dispute. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait un acte de propriété. La maison du lac, une belle propriété de 3 chambres dans le Michigan où j'avais passé les étés de mon enfance, était maintenant à mon nom. Grand-mère, je ne peux pas, c'est déjà fait. Ça l'est depuis 6 mois. Je te le dis simplement maintenant parce que je voulais m'assurer que tu avais vraiment survécu à leur avoir coupé les ponts avant de t'encombrer de ça. La propriété vient avec des responsabilités. Est-ce que maman le sait? Elle le saura quand je mourrai et que le testament sera lu. Ça devrait être intéressant. Grand-mère a souri malicieusement. Maintenant, vas-tu me nourrir ou juste me regarder? J'entends dire que le canard est exceptionnel. Je lui ai préparé le meilleur repas que j'ai jamais cuisiné. Elle a mangé chaque bouchée,
a complimenté la technique, et a laissé un pourboire de 100 € malgré mes protestations. La maison du lac est devenue mon refuge pendant le jour de fermeture hebdomadaire du restaurant. Je montais en voiture les lundis matins et je passais la journée à cuisiner pour moi-même, à tester de nouvelles recettes, à m'asseoir sur le quai, et à regarder l'eau. Parfois, Emma et Véronica me rejoignaient. Parfois, Marcus et Tania. Parfois, j'y allais seul. C'est là, un lundi particulièrement calme de septembre, que j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Lida, c'est Jessica. J'aurais dû raccrocher. Au lieu de ça, j'ai dit, comment as-tu eu ce numéro? Emma. Écoute, je sais que tu ne veux pas me parler, mais j'ai besoin de dire quelque chose, et ensuite je te laisserai tranquille. Je suis restée silencieuse. J'ai été jalouse de toi toute ma vie, a-t-elle finalement dit. Tu étais l'intelligente, la talentueuse, celle qui n'avait pas besoin d'une validation constante. Et au lieu de gérer mon insécurité, je me suis assuré que tu passes toujours en second. Le coup de la fête de fiançailles. Je savais quand ton restaurant ouvrait. J'ai déplacé ma fête à ce jour-là exprès, parce que je ne supportais pas l'idée que tu réussisses sans que je sois le centre de l'attention. J'ai digéré cela en silence. Je n'attends pas de pardon, a-t-elle poursuivi. Je ne mérite même pas de réponse. Mais j'avais besoin que tu saches que ce n'était jamais parce que tu n'étais pas assez bien. Tu as toujours été meilleur que moi, et je détestais ça. Jessica, ne. S'il te plaît. J'ai dit ce que j'avais à dire. Félicitations pour tout. Tu l'as mérité. Elle a raccroché avant que je puisse formuler une réponse. Je suis restée assise sur le quai longtemps après cet appel, regardant le soleil se coucher sur l'eau. L'aveu ne changeait rien. La blessure était toujours là. Le schéma de comportement était toujours réel. Mais il a apporté quelque chose que je n'attendais pas, une conclusion. Comprendre que ses actions venaient de sa propre fragilité ne les excusait pas, mais cela me libérait de me demander ce que j'avais fait de mal. La réponse était « rien ». Je n'avais rien fait de mal, sauf exister en tant que moi-même dans une famille qui ne pouvait pas gérer deux filles avec des besoins différents. Cet automne-là, le groupe de restaurants de San Francisco est revenu avec une offre que je ne pouvais pas refuser. Il voulait ouvrir 3 emplacements de Sage et Tim en Californie, San Francisco, Los Angeles et San Diego. Je garderais le contrôle créatif, il s'occuperait des opérations commerciales, et nous partagerions les bénéfices. Marcus dirigerait l'emplacement d'origine. Je superviserais les nouveaux et partagerais mon temps entre les villes. C'était ambitieux, terrifiant, et exactement ce que je voulais. L'annonce de l'expansion a fait la une des journaux locaux. Le restaurant s'est rempli de habitués voulant me féliciter, de journalistes voulant des citations, et d'investisseurs voulant des réunions. Le club de lecture de Patricia m'a organisé une fête surprise. Emma a pleuré de joie et a dit que les parents de Véronica voulaient investir. Mon téléphone est resté silencieux du côté de la famille que j'avais laissée derrière moi, et j'en étais reconnaissante. Ils avaient fait leur choix. J'avais fait le mien. Le silence était sa propre forme de paix. Le soir de l'inauguration de l'emplacement de San Francisco, je me tenais dans une cuisine 3 fois plus grande que celle de mon restaurant d'origine, et je ressentais le même mélange de terreur et d'exaltation que j'avais ressenti 2 ans plus tôt. Marcus avait pris l'avion pour l'occasion, ainsi que Tania, Patricia, et la moitié de mes clients réguliers qui avaient décidé d'en faire des vacances. La salle à manger s'est remplie d'inconnus qui étaient devenus quelque chose de plus, la famille choisie que j'avais construite à partir de repas partagés et de soutien sincère. C'étaient les gens qui se présentaient, qui célébraient mon succès sans ressentiment, qui prouvaient que les liens du sang ne signifiaient rien comparé aux liens choisis. Alors que le service commençait et que la cuisine s'embrasait, j'ai pensé à ce restaurant vide le jour de l'inauguration, au champagne non ouvert, aux textos sans réponse, à la réalisation écrasante que j'avais passé ma vie à auditionner pour de l'amour et que je n'avais toujours pas obtenu le rôle. Mais j'avais auditionné pour le mauvais public. Ces gens mon personnel, mes habitués, ma famille choisie, ils étaient venus sans qu'on leur demande. Ils avaient célébré sans réserve. Ils avaient prouvé que la famille que l'on construit peut être plus forte que celle dans laquelle on est. Et debout dans cette cuisine, criant des commandes et regardant mon équipe se déplacer en parfaite synchronisation, j'ai réalisé quelque chose de profond. J'avais passé 5 ans à économiser de l'argent pour ouvrir un restaurant, mais j'avais passé une vie à m'économiser pour des gens qui n'allaient jamais m'apprécier. L'inauguration dont j'avais rêvé ne s'était pas déroulée comme prévu. Elle s'était déroulée mieux, parce qu'elle avait été remplie de gens qui avaient choisi d'être là,
qui célébraient parce qu'ils le voulaient, et non parce qu'ils se sentaient obligés. Le champagne que j'avais acheté pour cette première inauguration avait finalement été partagé avec des clients qui sont devenus des amis. Le trou de la taille d'une famille avait été comblé par quelque chose de plus substantiel que les liens du sang, une connexion sincère, gagnée en se montrant présent de manière constante et sans condition. Mon téléphone a vibré. Emma, envoyant des photos de la salle à manger bondée du sage et Tim d'origine. La légende disait, on tient le fort. Va tout déchirer. J'ai souri et je me suis remise au travail. C'était ma famille maintenant. Celle que j'avais choisie. Celle qui m'avait choisi.